Bonjour à vous, merci de nous retrouver sur Guisen TV. Nous sommes ensemble pour une demi-heure de direct. Au programme de cette matinale, un nouveau documentaire sur la résistance juive en Algérie pendant la Seconde Guerre mondiale. Et nous parlerons plus précisément de cette nuit, la nuit du 7 au 8 novembre 1942. Nous en reparlerons avec l'historien Claude Sidbon et la documentaliste Charlotte Seknazi. En deuxième partie d'émission, nous parlerons de la Fashion Week à Tel Aviv. La deuxième édition de la semaine de la mode a pris fin hier. Nous serons avec Kevin Grandel pour en parler. On commence tout de suite avec les titres de l'actualité de ce matin. C'est la fin de plus de 2 semaines de grève. Les infirmières israéliennes ont trouvé cette nuit un accord avec le Trésor. 1350 shekels de salaire supplémentaire dans les 4 années à venir. Une amélioration de 14%. Un accord que les infirmières ont qualifié d'historique. Et puis toujours en Israël, le Likoud a répondu à la condamnation européenne concernant les constructions dans les implantations en disant, je cite, « La gauche attaque le gouvernement pour des raisons politiques en profitant des critiques de l'Europe à l'égard d'Israël. Nous regrettons que la gauche préfère momentanément des fins politiques au détriment des intérêts vitaux de l'État d'Israël. » Fin de citation. On part en Égypte. Des négociations étaient en cours hier pour faire sortir les rebelles syriens du camp palestinien de Yarmouk à Damas et le tenir à l'écart du conflit en Syrie, et ce après de violents combats entre pro et anti-régime, selon une association de secours palestinienne. Sachez que quelques 100 000 des 150 000 habitants de Yarmouk ont fui le camp et un grand nombre d'entre eux se sont installés dans des jardins publics et des places à Damas. C'est ce qu'a dit à Genève l'agence de l'ONU pour l'aide aux réfugiés de la Palestine, l'UNRWA. Plusieurs milliers de Palestiniens ont donc fui au Liban selon la sécurité libanaise. C'est donc cette fois l'Égypte et l'ancien président égyptien Hosni Moubarak qui a été transféré hier soir sous haute protection vers un hôpital militaire dans le sud du Caire où il doit subir un scanner du crâne une semaine après s'être blessé dans sa douche en prison. C'est ce qu'on a appris auprès d'une source sécuritaire. Arrivé en Algérie hier pour une visite d'État, François Hollande a été accueilli par une foule en liesse. Le président français y a affirmé qu'il n'était pas venu faire repentance ou excuse, mais dire la vérité. Écoutez-le. Mais moi, je ne suis pas là pour ouvrir les placards. Je suis là pour que nous construisions une nouvelle maison ensemble. C'est-à-dire que nous puissions travailler avec l'espoir de bâtir et pas simplement de faire que nous ne puissions pas avancer parce qu'il y aurait trop de sujets. Vous me demandez quel est le sujet le plus important, c'est l'avenir. Ce déplacement, il est fondé sur l'avenir. Ensuite, sur le passé, vérité, ai-je dit, reconnaissance de ce qu'a été un système, le système colonial, j'aurais à m'exprimer, mais je ne viens pas ici, parce que c'est ni ce qui m'est demandé, ni ce que je veux faire repentance ou excuse. Je viens dire ce qu'est la vérité, ce qu'est l'histoire. L'histoire, on en reparlera d'ici 1 minute. C'est donc dans une atmosphère chaleureuse et plutôt bon enfant que pas moins de 9 ministres français, le quart des membres du gouvernement, ainsi que Valérie Trierweiler, la compagne du chef de l'État, suivaient donc François Hollande et le président algérien Abdelaziz Bouteflika lors d'une promenade à pied sur la corniche historique d'Alger. Et Alger, c'est le lieu où nous nous rendons à présent avec vous, Claude Sidbon, Charlotte Seknazi. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints ce matin sur ce plateau. Un film est en train d'être tourné en Israël sur la nuit du 7 au 8 novembre 1942 à Alger. Ça s'appelle l'opération Torche. On voit la bande-annonce du film et on revient juste après avec vous, Claude et Charlotte, pour en reparler plus précisément. L'opération Torche, c'est-à-dire le débarquement des Américains en Afrique du Nord française. Le rôle capital qu'a joué la résistance dans cette opération et le fait que cette résistance au contact dans son bras armé ait été majoritairement juive est un fait qui n'est pas connu. Pourquoi? Les raisons sont très simples. Bon, l'armée française ridiculisée, bon peut-être, mais par des juifs, par-il marché? Ah non, ça, jamais.
J'ai un ami qui me dit, Martial, est-ce que tu veux participer au débarquement avec nous? J'ai dit oui, d'accord. Et sur les hauts d'Alger, cette ville-là, c'est actuellement l'ambassade de France. Et on m'a dit, bah, vous, puisque vous êtes dans l'armée, comme aspirant, vous allez prendre le commandement. J'ai reçu l'ordre de mission d'occuper la préfecture. Ce qu'on avait fait, c'est de couper toutes les communications. On ne pouvait plus téléphoner. On était isolés. On a ouvert des portes, tout s'ouvrait. J'ai ouvert une porte, j'ai mis la lumière. C'était la chambre du préfet. À 2 h du matin, on a entendu les premiers coups de canon de la flotte américaine. Je me suis tourné vers le préfet, je lui ai dit, écoutez, vous voulez savoir qui j'étais, ce que je faisais? Eh bien, monsieur le préfet, j'ai l'honneur de vous le dire, les Américains débarquent. Claude Silbon, les Américains débarquent. Cette opération Torche, c'est l'opération qui marque le début de toutes les opérations de libération qui conquièrent au fur et à mesure le continent, d'abord nord-africain puis ensuite européen. Vous êtes historien spécialiste des questions d'Afrique du Nord, spécialiste de l'Afrique du Nord. Est-ce que vous pouvez nous raconter avec un regard plus historique, là on avait des témoignages des résistants, est-ce que vous pouvez nous raconter cette nuit du 7 au 8 novembre 1942? Écoutez, il faut rappeler quelque chose d'abord de très simple, c'est qu'à ce moment-là précis, l'Allemagne nazie était un empire. De Stalingrad à El Alamein, jusque, pas encore la Tunisie, mais ils étaient à la veille d'y arriver, l'Allemagne était la puissance la plus forte. 2 hommes à qui il faut rappeler, Winston Churchill et Charles de Gaulle, ont été les premiers à dire « la libération va se faire par les côtes d'Afrique du Nord, en pensant à l'Algérie en particulier. » Et donc, on va se préparer de manière assez étonnante, presque comme une opération militaire, bien que ce ne soit pas des militaires. 400 jeunes gens vont venir, 85% d'entre eux seront des juifs d'ailleurs. Ils vont choisir une salle dont tout le monde se souvient qu'elle s'appelle Géogras, et qui est Géogras est le champion de boxe, qui ne sera qu'à la fin de l'opération que son nom a été utilisé par ça. Et ces 400 jeunes gens vont, si vous voulez, préparer une opération face aux 11 000 soldats de l'armée locale et permettre au débarquement des forces alliées d'arriver en Tunisie. Alors évidemment, il y aura tout de suite une réaction allemande. La Tunisie sera occupée, c'est-à-dire que la France n'aura rien fait, la France de Vichy n'aura rien fait et laisser les nazis s'installer en Tunisie. Et le sud de la France, la zone libre, sera de nouveau occupée. Et donc cette pièce, si vous voulez, ce point particulier du 8 novembre 1942, c'est la mutation, si vous voulez, de la guerre. À partir de ce moment, les forces alliées vont s'organiser, et ils vont s'organiser en remontant par l'Italie, la fameuse bataille de Cassino, et remonter dans tous les pays d'Europe pour battre, si vous voulez, les forces Alors, nazies. c'est le point de rupture, mais finalement, il n'y a qu'à Alger que ça se passe dans le calme. On va un peu grossir la situation, parce que finalement, que ce soit à Oran, dans d'autres villes d'Algérie, ou encore en Tunisie, comme vous le soulignez, ou au Maroc, c'est pas du tout calme. Il y a des milliers de morts, des centaines de morts, et la situation, la libération ne se passe pas aussi facilement qu'à Alger. C'est-à-dire que, par exemple, il faut rappeler qu'il y a 2 pays qui ont été occupés par les nazis en Afrique du Nord, très souvent on l'oublie, c'est la Tunisie et la Libye. La Libye est occupée à partir de 1941 et la Tunisie à partir de novembre 1942. Pendant 6 mois dans lesquels les juifs tunisiens vont subir, si vous voulez, la botte nazie, il va y avoir 32 camps de travail et plus de 4000 jeunes gens qui feront dans ces camps de travail. Quand on pense que cette communauté compte 75 000 personnes, 4000 personnes, c'est énorme. Parce que si on enlève les enfants et les vieux, c'est donc, si vous voulez, une puissance énorme. Et là aussi, il va y avoir une bataille au sud de la Tunisie, à Kasserine, qui sera le
début aussi de ce retour des forces alliées vers le nord. Alors, on va revenir sur tous ces points historiques un petit peu plus tard dans une seconde partie, et notamment sur ces résistants qui étaient composés, vous l'aviez dit, à 85% de juifs. On va parler un petit peu plus précisément de cette résistance avec à l'appui le livre que vous venez, que vous avez apporté. On se tourne vers vous, Charlotte. La préparation de ce film, puisque vous êtes en coulisses de la préparation de ce film, finalement, elle est confrontée à une des difficultés à laquelle tous les films documentaires de ce type-là sont confrontés, c'est-à-dire le manque de témoignages, puisqu'il y a 4 ou 5 personnes seulement qui sont capables de témoigner de cette période. Voilà, c'est ça. Donc déjà, bon, on fait ce travail car c'est un travail de mémoire, c'est un travail important. Il y a finalement très peu de documentaires ou de films qui ont été faits sur ces 400 résistants juifs qui ont permis d'aider et de l'entrée en fait des Anglais et des Américains sur les côtes d'Alger. Les difficultés en fait rencontrées, c'est justement parce que ce sujet n'est pas assez médiatisé malheureusement. Donc déjà retrouver la trace des résistants, bon ça peut se trouver puisque... Et vous l'avez fait notamment avec une association. Voilà, il y a l'association Moriel, c'est l'association en fait des Juifs algériens, donc qui relate de ces résistants. Donc on a là 4-5 résistants qui sont encore en vie, heureusement, et qui peuvent témoigner. Bon, pour la plupart, ils sont particulièrement heureux de témoigner. C'est émouvant de voir à quel point ils sont contents qu'on parle de leur histoire, car c'est une certaine frustration, en fait. On dit que c'est un événement historique, un événement de grande ampleur. C'est ce que vous nous dites, Claude Sibon. C'est l'événement qui propulse la libération et qui change la donne de la Seconde Guerre mondiale. Mais finalement, on n'en parle que très peu. On va voir pourquoi. Vous allez nous expliquer pourquoi certains éléments de réponse. Mais finalement, c'est difficile quand on doit préparer un film documentaire sur un événement dont on n'a pas beaucoup d'informations. Un événement qui est méconnu, qu'on apprend ni à l'école, vraiment alors que c'est vraiment un élément clé. Pourquoi aussi? Car c'est la première, si on veut, la première victoire en fait d'un groupe de résistants face aux nazis en 1942. Donc c'est vrai que donc le travail documentaire a été de trouver donc ces résistants vivants. Ensuite, malheureusement, car vu que c'était donc en 1942 et que ces jeunes avaient entre 20 et 30 ans, on va dire, bon, donc beaucoup sont décédés. Donc ce qu'on essaie de faire en fait, c'est de trouver donc les personnes, si on veut, les résistants indirects, c'est-à-dire les personnes ayant entouré ces héros, parce que c'est vraiment des héros, comme les femmes de ces résistants, les enfants qui ont entendu toutes ces histoires, toutes les personnes, les amis proches en fait, ayant participé de près ou de loin à cette opération de la nuit du 7 au 8 novembre. Donc voilà. Donc tout cet entourage qui vous parle de finalement le résistant qui lui est allé au front et lui a combattu, mais finalement comment dans les coulisses ça s'organisait, c'est fait toujours avec beaucoup de souvenirs, beaucoup de douceur ou pas d'amertume. Vous sentez pas d'amertume dans le discours de ces familles? Et justement, on trouve donc c'est-à-dire qu'ils sont fiers en fait et en même temps frustrés car donc, peu de personnes sont au courant en fait de ces 400 résistants à 85% juifs qui ont tenu Alger pendant quelques heures et qui ont permis le débarquement. Et c'est vrai que quand on leur parle en fait de ce documentaire, ils sont contents, ils veulent nous aider, ils sont émus. L'émotion, c'est le maître mot. Je voudrais réagir à ce que vient de dire et je pense que je voudrais lancer un appel en France, un appel à une coproduction de cette émission, c'est-à-dire... Alors c'est ça, parce que pour l'instant c'est diffusé, c'est appelé à être diffusé en Israël, mais pas en France. Non, il va y avoir deux versions, une version française et une version israélienne. Mais je trouve que ça peut être une excellente idée qu'une coproduction franco-israélienne ou avec une télévision se fasse. En tout cas, je lance cet appel-là. Alors appel aux investisseurs et aux coproducteurs. Et puis finalement, ça nous relance sur une question. Pourquoi on n'étudie pas ce thème-là dans les manuels scolaires à l'école en France? Écoutez, c'est et en France et en Israël, hélas. Je sais, le style le plus simple en Israël, dans ce livre dont vous parlez, il a été préfacé par Menachem Begin. Alors ça, ce livre-là, c'est le seul livre, je vais le montrer à l'antenne, c'est le seul livre qui parle exclusivement de cette résistance et de la résistance juive. C'est Gita Amipaz, qui était fonctionnaire aux affaires étrangères, qui a écrit ce livre-là. Et donc, je dis préfacé par Menachem Begin. Et vous imaginez que depuis 25 ans que ce livre a apparu, aucun des ministres de l'Éducation nationale, ni de l'information, ni que sais-je encore de ce pays qui sont proches de M. Begin, n'ont imaginé qu'on peut faire de cet événement un événement historique
pour les générations à venir. Et là, ça me révolte. Mais pourquoi ? Pourquoi il n'accepte pas ? Est-ce que c'est une il y a histoire qui mille gêne réponses. que finalement ce Il y a soit mille réponses. une résistance composée à 85% de juifs en Algérie, que ce soit eux qui aient ouvert la porte à cette point de rupture dans la Seconde Guerre mondiale ? Je trouve que c'est un long travail. L'histoire juive est une histoire extrêmement longue et douloureuse. Je peux vous raconter une anecdote. Je m'occupe des juifs de Tunisie. Et ben, jusqu'au moment où je me suis occupé, personne n'a parlé des 6 mois nazis en Israël. Aujourd'hui, à Yad Vashem, on en parle et on organise chaque année. C'est-à-dire que c'est un travail d'effort. Je ne suis pas sûr, en fait, que ce soit de la mauvaise foi, mais je dirais que c'est de la mauvaise information. En France, où tout est beaucoup plus simple, je ne suis pas sûr que M. François Hollande ait dit à M. Bouteflika dans l'oreille « Et si on parlait du 8 novembre 42 ?» Charlotte, vous vouliez réagir à l'interview de Claude Sidbon. Est-ce qu'on peut dire que peut-être pendant la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui on apprend plus l'histoire de tout ce qui s'est passé en Europe, plutôt l'histoire ashkénaze, et moins justement l'histoire en fait des Juifs d'Afrique du Nord? Alors finalement, c'est la question de la documentariste. Il y a de ça. Il y a sans aucun doute de cela, parce que c'est vrai que ce qu'on appelle les Juifs oubliés, de temps en temps, ces événements historiques qui ont marqué l'histoire par ailleurs, sont quelque peu oubliés dans tous les sens du terme. Alors, je vous propose de revenir sur les différentes formes de résistance qui coexistent au moment au moment de cette opération Torche à Alger. On a d'un côté la résistance traditionnelle, les radios anglaises, les slogans habituellement lancés, et d'un autre côté les groupes de gaullistes. Et finalement, cette résistance juive, est-ce qu'elle a une saveur particulière? Est-ce qu'elle a une force d'action et un message particulier, une façon d'agir particulière? Moi, je ne suis pas sûr que ce soit ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'au contraire, elle a une force de réunir. Elle a réuni, si vous voulez, et les gaullistes, et les résistants, et les juifs autour de ce phénomène-là. Et je crois que c'est ça, sa vertu première, sa vertu particulière. Et c'est ce qui a fait la réussite donc, de cette opération du 7 au 8 novembre, un documentaire qui est encore en cours de réalisation et qu'on espère bientôt voir sur les écrans israéliens, on l'a dit, mais français. L'appel a été lancé. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin dans cette émission.